Bonsoir à tous. Donc on est vendredi et on va parler d'économie. Merci. Merci d'être là si nombreux. Votre présence ici ce soir est déjà pour nous une belle réussite. Ça fait des mois qu'on prépare cet événement. Donc soyez les bienvenus. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer pourquoi votre présence ici est importante ce soir. Parce que vous allez avoir du boulot. Un peu d'histoire. Le groupe MLC Lille est né fin 2015, il y a 2 ans tout juste, suite à l'avant-première du film Demain, à laquelle j'ai assisté avec un ami qui a eu la bonne idée de me faire la réflexion suivante, en voyant la salle comble de monde. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de monnaie locale à Lille? Bonne question. J'ai donc posé la question à la salle et donc c'est suite à ça que le groupe Monnaie Locale est né. Nous avons commencé à nous réunir à 25 et on est ce soir 220. Enfin sur le papier, parce que là il y a quelques retardataires, mais bon, ils vont arriver, vous leur ferez de la place. Alors, on s'est très vite posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce petit groupe de citoyens. On aurait pu très vite décider de lancer notre monnaie. Alors on aurait fait une petite monnaie dans un petit quartier, on aurait eu quelques commerçants, on aurait été quelques citoyens à dépenser nos billets fluo, on aurait été contents, mais on n'aurait pas eu beaucoup d'effets. Et nous, on est convaincus que la monnaie, c'est un outil réellement puissant de transformation. Et pour qu'il ait vraiment du poids, vraiment de l'effet, il doit être déployé à grande échelle. Et pour nous, la bonne échelle, c'est l'échelle de la MEL. Et il se trouve justement, vous ne le savez peut-être pas, et qu'une démarche, une réflexion est en cours au niveau de la MEL pour travailler sur ce sujet-là, qui regroupe donc les institutions, mais également, et là ça a été la bonne surprise, les institutions ont invité le monde économique à participer à ces réflexions, et également les citoyens. Donc notre collectif, parmi d'autres collectifs, a été invité à participer et est invité à participer à cette réflexion au niveau de la MEL. Et nous, on est persuadés que le meilleur moyen de monter un projet qui soit durable et qui ait de l'impact, c'est vraiment de regrouper ces 3 forces. Les institutions, le monde économique, les citoyens, sur un territoire vaste et varié. Et donc c'est pour ça que depuis 2 ans, plutôt que de travailler à l'élaboration d'une petite monnaie, on cherche à gagner en compétences, à gagner en visibilité, à gagner en crédibilité pour faire en sorte d'être des acteurs reconnus du sujet et pouvoir discuter d'égal à égal avec les institutions et porter la voix des citoyens. Et cette soirée, ce soir, fait partie de notre démarche globale de formation et d'information du public. Vous serez demain, après avoir assisté à cette conférence, des experts du sujet et les premiers porte-parole de cette démarche. Faites-moi les malins, hein. Je vous sens devenir tout blême là. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit contexte. La MEL, c'est quoi? C'est 90 communes, c'est plus d'1 million d'habitants, c'est 65 000 entreprises, des milliers d'associations, c'est la moitié du territoire qui est non urbanisé. Enfin, on a un potentiel de dingue. Et aujourd'hui, il y a 40 monnaies locales complémentaires en France et on n'en a pas sur le territoire. Nous, on est persuadés que ce n'est pas une fatalité et il faut que notre territoire ait sa monnaie. Donc après le contexte, que j'espère vous avoir bien dressé, on va pouvoir passer aux enjeux, avec la conférence proprement dite. Alors j'avais pensé à l'origine, en réfléchissant à comment introduire la jouée Steve Jobs dans ses keynotes avec petit col roulé noir, barre de 3 jours, écran géant. J'ai gardé l'écran géant, mais je me suis dit que non, ce qu'on a à vous présenter ce soir, c'est beaucoup plus essentiel et beaucoup plus important que le nouvel iPhone 5. La personne qu'on va recevoir ce soir et qui va vous parler a travaillé pendant longtemps dans le monde de l'entreprise, a été dirigeant, a quitté le monde de l'entreprise volontairement et travaille depuis d'arrache-pied pour
porté le sujet des monnaies locales, a accompagné la création de plusieurs monnaies locales en France. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, que vous pouvez d'ailleurs retrouver devant. C'est une encyclopédie vivante, un infatigable messager de ce sujet qui nous porte depuis 2 ans. Je vous demande donc de l'écouter attentivement et de l'applaudir. Philippe Deruyder. Merci Nicolas pour cette présentation. Je me suis rasé et j'ai les cheveux blancs, mais c'est un autre style. Merci d'être là. Merci aux organisateurs pour avoir permis cette rencontre. Je sais que ça n'a pas été du tout fait, et donc il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise là-dedans. Donc on est là et j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble. J'ai entendu le terme économie dit sur un ton un peu, bon, je dirais pas pessimiste, mais bon, connoté, parce que dès qu'on parle d'économie en règle générale, économie, j'y comprends rien, c'est un sujet aride. Et pourtant, ça devrait nous enthousiasmer quelque part. Parce que l'économie, c'est une science, mais une science humaine. Et c'est la science de monsieur, madame, tout le monde. C'est la science de se dire, ben voilà, on est sur un territoire, et comment faire ensemble pour pouvoir s'organiser, pour vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la suffisance et le bien-être. Tout simplement, ce sont des règles du jeu. Malheureusement, tout ça s'est déformé au fil du temps. On en a fait quelque chose d'artificiellement éloigné du grand public. Et cette économie, justement, aujourd'hui, nous écrase, elle dérive, elle part dans tous les sens, au point de mettre en jeu la survie même de l'humanité. Donc voilà, c'est cette question qu'on va tâcher de résoudre ensemble. Alors ça ne se fera pas seulement ce soir. On continuera demain, puis dans les autres jours, puis les semaines, puis les mois, puis les années qui viennent. Mais il y a un grand enjeu derrière tout ça. C'est la survie de la planète, c'est la survie de l'humanité, c'est l'équité, c'est le bien-être de tous. Et c'est possible. C'est possible dès maintenant, en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est la génération la plus gâtée de toute l'histoire de l'humanité. On a plus de moyens, plus de connaissances que toutes les générations qui nous ont précédés. On est comme des enfants devant un arbre de Noël qui est masqué derrière les cadeaux. Et qu'est-ce qu'on fait de ces cadeaux? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce patrimoine extraordinaire qu'on a à notre disposition? On en fait de la violence, on en fait de l'inégalité, on en fait de la destruction de notre planète. Bref, on n'a pas à être très fiers à ce niveau-là, mais voilà, on commence à en prendre conscience et je pense qu'on a les outils, on a l'intelligence, on a le cœur pour pouvoir relever ce défi, et votre présence en témoigne. Alors, oui, ça a été dit en 2 mots, je suis un autodidacte, j'ai eu la chance de passer une 20aine d'années dans le monde de l'entreprise, j'ai dirigé une entreprise qui était petite au départ, qui est devenue grosse à la fin. Mais dans l'exercice de mes fonctions, j'ai compris peu à peu que le système dans lequel on vit en ce moment est un système complètement suicidaire. Et je me suis dit que j'avais plus envie de contribuer à ça, que j'avais envie de réfléchir tout au moins à comment l'économie, justement, pourrait être au service de l'humain et de la planète, et non pas l'inverse. Alors j'ai quitté le monde des affaires, et puis depuis 1992, je réfléchis à toutes sortes de pistes, et je rencontre des gens, bref. J'ai vécu toute une aventure que je ne vous résumerai pas ici, mais qui m'a conduit à découvrir la monnaie, découvrir ce que c'était, découvrir pourquoi ça dysfonctionne. J'ai découvert le monde des monnaies complémentaires. J'ai vu dans cet outil un outil extraordinaire de potentiel de transformation socio-économique de nos sociétés. Et voilà, c'est pour ça que je me suis engagé là-dedans et que j'ai envie de partager maintenant le fruit de mes réflexions, de mes recherches et de mon travail. Non pas que je détienne la vérité, mais on est à une période où il y a des pistes à explorer dans tous les sens. On a un monde à construire ensemble, et les monnaies locales complémentaires sont un outil particulièrement important en ce sens que la monnaie représente la richesse.
c'est un symbole de richesse. Donc c'est évidemment ce que l'on cherche tous à partager, c'est la richesse. Alors, ce n'est pas quelque chose de tout neuf, les monnaies complémentaires. On pourrait se dire, tiens, voilà, il y a eu la crise de 2008, alors maintenant, on nous invente un nouveau gadget, les monnaies complémentaires. Ben non, les monnaies complémentaires, c'est quelque chose qui a accompagné toute l'histoire de l'humanité. Là, je vous présente ce qu'on appelle les ostracons. C'était à l'époque des pharaons, donc dans la Haute-Égypte, où, à l'époque, il y avait grosso modo deux grandes monnaies. Il y avait des monnaies de métaux précieux qui étaient les monnaies princières et qui permettaient les échanges avec les contrées lointaines. Mais les populations, au quotidien, utilisaient des tessons de poterie cassés pour comptabiliser leurs échanges et échanger voilà, au quotidien de façon très, très facile, très aisée. Et puis, il y a eu au Moyen-Âge d'autres monnaies, faites de métaux très, très vils. Bref, il y a eu pendant toute l'histoire toutes sortes de monnaies complémentaires. Et les grandes monnaies uniques, telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un phénomène très, très récent. Hein. Et elles ont donc disparu un peu de la circulation pendant 150-200 ans. Et elles ont réapparu alors dans ce petit village de Schwenenkirchen en Bavière, au cœur de la Grande Dépression de 1929. Donc là, le monde a été secoué, comme il a été secoué pour nous récemment en 2008. Là, c'était la grande crise, et beaucoup de localités, beaucoup de pays ont été dans le marasme. Mais ce petit village, c'était vraiment un tout petit village, vivait de sa mine de charbon. Et puis la mine de charbon avait été fermée, et tout le monde était au chômage. Jusqu'au jour où un ingénieur a connu l'existence de cette mine, a voulu la réhabiliter, sauf qu'il n'avait pas d'argent. Enfin, il a réussi à la racheter pour une poignée de Reichsmark, mais fallait la faire fonctionner, il fallait pouvoir réembaucher du monde et les payer. Et il se fait que ce bonhomme faisait partie d'une association à Berlin, l'association de la Vara, qui était un groupe de personnes qui travaillaient sur les monnaies franches, idée qui avait été émise par un économiste du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, Silvio Gesell. Et voilà, il théorisait là-dessus. Et il est retourné vers ses copains de Berlin, puis il leur a dit, ben voilà, il y a un petit village là, où il y a un potentiel, ça pourrait être un terrain, une école, un laboratoire pour mettre nos théories en pratique. Proposons-leur de remettre en fonction la mine en les payant en Vara. Alors ils sont allés dans le village, ils ont présenté leur projet à la population, et les gens qui ont écouté gentiment, lorsqu'on leur a dit qu'ils seraient payés avec ce petit bout de papier jaune là, ont répondu, bah pourquoi pas, c'est pas à nous qu'il faut le dire, c'est aux commerçants du village. Si nous on veut bien que vous nous payiez, mais avec des boutons de culotte si vous voulez, l'essentiel c'est que cette monnaie soit acceptée. Alors ils ont réuni les quelques commerçants du village qui eux ont tiré grise mine, ils ont dit bon non, ça c'est pas de la monnaie, ça on n'en veut pas. Donc ils ont contourné le problème, ils ont installé une sorte de grosse cantine ou magasin général sous un chapiteau où on pouvait s'approvisionner de tout ce qui était nécessaire au quotidien. Et ils ont embauché les gens qui sont retournés à la mine et puis ils ont pu faire leurs achats dans ce magasin général. Pensez que les commerçants ont levé le bouclier immédiatement, sont retournés voir les gens de la Vara en disant bon, pliez bagages, enlevez votre chapiteau, on va s'occuper de fournir les villageois avec ce qu'il faut, on va accepter la Vara. Et voilà que ce village, en moins d'un an, est redevenu prospère, tout le monde au travail, les gens ont remboursé leurs dettes, ont payé les taxes locales qui étaient en retard. Bref, c'est devenu un exemple mondial. Il y avait des journalistes, des économistes qui venaient un peu de tous les coins du monde pour voir cette espèce de petit village qui n'était pas gaulois, mais village qui, lui, vivait et devenait prospère au milieu de cet océan de marasme mondial. Ça a été suivi, bien sûr, l'exemple a été suivi
à Wörgl, c'est une histoire plus connue, c'est en Autriche. Là, on parle d'une communauté plus vaste qui a fonctionné exactement de la même façon. L'économie du coin s'est redressée. Il y avait une vingtaine de projets qui devaient se développer tout autour. Et c'est à ce moment que les autorités ont commencé à se mêler de la chose, et particulièrement les banques centrales, en disant qu'il y avait contradiction avec le monopole d'émission monétaire de la Banque centrale, et qu'il fallait donc interdire les choses. Il y a eu procès, et même si les juges ont reconnu toute la valeur sociale et économique de ces monnaies locales complémentaires, eh bien, ils ont dit que la loi était la loi et que ces monnaies devaient être interdites. Et tout le monde est retourné au chômage. Voilà. Sauf en Suisse, dans les mêmes années, 1932-1933, de la même façon, un groupe d'industriels s'est retrouvé dans cette difficulté économique en disant, ben voilà, on a un savoir-faire, on a des entreprises, on a du personnel, on a une clientèle, on sait faire, mais on n'a plus d'argent. Donc, comment faire? Eh bien, ils ont décidé de se regrouper en coopératives et ils se sont fournis mutuellement avec une monnaie qui n'avait de cours qu'à l'intérieur de leur coopérative, qui était le franc-vire. Et ce franc-vire, lui, n'a pas été interdit par les autorités suisses. Au contraire, le franc-vire ou la coopérative vire a reçu l'agrément bancaire dès 1937. Et aujourd'hui, la banque vire existe toujours en Suisse. C'est peut-être le seul exemple dans le monde où il y a une deuxième monnaie. Il y a le franc suisse et puis il y a le franc vire avec cette coopérative qui a à peu près entre 60 et 70 000 entreprises helvètes, ça représente à peu près le tiers de l'économie suisse, qui utilisent donc ces deux monnaies. Donc voilà un grand succès. Il y a un exemple d'école qu'on a sous les yeux et à notre porte. Voilà, ce serait mieux. Alors, pour décrire grosso modo les monnaies locales, je viendrai plus précisément à la description des monnaies locales complémentaires telles qu'elles vont être mises en place ici. Mais globalement, dans le paysage global mondial actuellement, on peut dire qu'il y a trois grands courants de monnaies complémentaires. Il y a les monnaies complémentaires de style vire, donc monnaies que j'appelle les monnaies commerciales, qui sont des monnaies qui circulent exclusivement à l'intérieur d'un réseau d'entreprises. C'est aussi ce qu'on appelle les barter systems. Donc voilà, on peut imaginer des entrepreneurs, des entreprises qui se fournissent mutuellement et qui, au lieu de se payer en dollars, euros ou n'importe quoi, vont se payer dans une monnaie qu'ils vont agréer eux-mêmes à l'intérieur du réseau. On peut l'appeler le Scooby-Doo ou n'importe quoi. On se met d'accord sur une unité monétaire, comment ça va marcher, et on va comptabiliser nos échanges dans cette monnaie complémentaire. Ça permet donc aux entreprises qui participent à ce réseau d'alléger leur trésorerie en monnaie nationale, parce qu'évidemment, elles se payent avec cette monnaie complémentaire, et elles ne touchent pas à leur monnaie nationale, et puis ça crée en même temps un esprit club ou un esprit réseau, puisqu'évidemment, on a plus intérêt à travailler entre les participants de ce réseau plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur qu'il faudrait payer en monnaie nationale. Il y a également ce que j'appelle les monnaies de lien. Alors là-dedans, vous allez reconnaître toutes sortes de monnaies qui sont plus reconnues, en particulier les CEL, les systèmes d'échange locaux, qui sont quand même bien implantés en France. Il y a 400 ou 500 CEL en France. Il y en a peut-être un ou plusieurs même ici à Lille. Donc là, on parle de réseaux de citoyens exclusivement. Donc tout à l'heure, on était uniquement dans des réseaux d'entreprises. Maintenant, on est dans des réseaux de particuliers, de personnes individuelles, mais avec une volonté souvent de recréer, de retisser plutôt du lien. Ça a moins une vocation économique qu'une vocation sociale, une vocation de retisser des liens entre les gens, de rapprocher les gens et de partager les richesses, les talents que nous avons à l'intérieur de ce réseau. Il y a un point très intéressant dans les CEL particulièrement, et qui a pour moi une valeur absolument extraordinaire, c'est que dans notre société, là, on a l'habitude, si on veut
avoir accès à un bien ou un service, il faut qu'on ait des sous sur un compte bancaire. Dans un CEL, ce n'est pas nécessaire. Dans un CEL, on peut être à zéro, on peut même être en négatif. L'essentiel, c'est est-ce que la richesse dont j'ai besoin, le produit ou le service, existe, et deux, la volonté, le désir de la partager. C'est l'existence de la richesse réelle et le désir de partage qui crée la monnaie, qui crée le grain de sel lorsqu'on va le partager. On est là dans la préfiguration de ce que l'on a à développer en économie grandeur nature. C'est ce vers quoi il faudra tendre dans ce monde, c'est-à-dire que c'est la richesse réelle qui prédomine et l'outil monétaire qui accompagne. On y reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Alors il y a les CEL qui sont bien connus, le jeu qui est une variante du CEL, qui veut dire jardin d'échange universel. Là, on n'a plus besoin de comptabiliser les échanges de façon centralisée. Bon, il y a des exemples au Japon, c'est une monnaie ciblée sur l'accompagnement de personnes âgées. Et puis, il y a un phénomène assez récent qui remonte à quelques années, qui a été développé au Québec. Ce sont les accorderies qui se développent aussi ici en France aujourd'hui, qui sont surtout des réseaux et des organisations qui ont pour vocation première de permettre aux gens qui sont marginalisés, qui sont mis à l'écart de la société, de pouvoir retrouver une place et une utilité dans la société. Là, on est dans des monnaies de temps. On échange des heures contre des heures sans distinction du contenu de l'heure, qu'on soit un mathématicien de haut niveau ou qu'on tombe de la pelouse, ça a la même valeur. On échange du service, on échange des heures. Et puis, donc, on arrive à ce que j'appelle les monnaies éco-citoyennes, mais bon, qui portent ce nom de monnaie locale complémentaire, du modèle de ce que l'on veut développer ici et de ce qui existe maintenant en France depuis 6-7 ans. Ce sont ces monnaies locales complémentaires, dont il y en a 40, 45 actuellement, puis il y en a à peu près le même nombre en gestation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, c'est d'abord des citoyens. Alors ça, c'est une photo qu'on a prise tout à l'heure dans le lobby, je ne sais pas si vous vous reconnaissez. C'est un groupe de citoyens sur un territoire délimité qui vont s'organiser en réseau et qui vont initier et administrer une monnaie dont ils vont décider des règles du jeu. Donc c'est essentiellement une initiative citoyenne. Ce sont des citoyens qui s'organisent sur un territoire délimité et qui vont utiliser une monnaie pour faciliter leur échange et l'expression de leur richesse. Alors cette association, c'est une association, ces citoyens s'organisent en association qui va regrouper d'une part des entreprises qu'on va appeler des prestataires, donc il va y avoir donc des entreprises à l'intérieur de ce réseau, des particuliers, tout simplement les utilisateurs, sont les habitants à l'intérieur du territoire concerné, et puis les collectivités locales, les institutions locales qui sont invitées. Bref, en fin de compte, ces monnaies locales s'adressent à toutes les composantes de la société sur le territoire en question. Alors, il faut adhérer à cette association. On adhère par la signature d'une charte, parce que quand on veut, Nicolas disait tout à l'heure, on veut à Lille une monnaie locale. Une monnaie locale, c'est pas un simple caprice. Une monnaie locale, ça veut être différent des grandes monnaies uniques. On veut exprimer au travers de notre territoire quelque chose qui n'est pas exprimé par la monnaie nationale. Et donc, on va réfléchir à ce qu'on veut, à la teinte que l'on veut donner à cette monnaie locale, à la finalité qu'on veut donner à cette monnaie locale, en l'exprimant au travers d'une charte. Donc toutes les monnaies locales qui existent en France actuellement sont toutes appuyées sur une charte de valeurs. Ce n'est pas une charte de valeurs unique, c'est un travail de conception, de réflexion, qui fait partie des premiers pas des groupes fondateurs qui vont réfléchir sur quelles sont ces valeurs qu'on a envie de vraiment pouvoir exprimer de façon plus pertinente, plus évidente au sein de notre communauté.
et qui vont fédérer et qui vont inspirer toutes les personnes qui vont rentrer dans ce réseau. Donc cette adhésion va se faire par la signature de cette charte de valeurs, à se dire bah oui, j'ai envie d'être dans cette monnaie locale parce que j'ai envie d'exprimer ces valeurs, parce que j'ai envie de les promouvoir. Et puis bon bah aussi, on va payer une adhésion, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un utilisateur, on va payer une adhésion, ne serait-ce que pour couvrir les frais de fonctionnement, parce que là on n'est pas dans un petit truc qui dure le temps d'un week-end, on est quasiment dans une entreprise qui dure à l'année longue, du 1er janvier au 31 décembre, et puis ça continue année après année. Donc c'est un véritable système qu'il faut suivre, administrer, animer, et donc il faut bien couvrir les frais de fonctionnement. Une fois qu'on a signé et qu'on est adhérent à cette association, eh bien après, il me suffit de me rendre soit au siège de l'association, soit dans un comptoir d'échange. Alors un comptoir d'échange, c'est un certain nombre de commerçants qui, répartis à l'intérieur du territoire, vont accepter de jouer le jeu de bureau de change où on va échanger nos euros contre la monnaie locale, soit aussi au siège ou au guichet d'une ou de plusieurs banques affiliées qui veulent bien rentrer dans le réseau. Bref, on va donc avoir en face de nous la possibilité d'avoir des différents endroits où on va pouvoir se rendre, et puis là, eh bien, je vais échanger 20, 40, 50, 60, 100, 150 euros contre l'équivalent en monnaie locale. Cette monnaie locale est représentée le plus souvent, je dis le plus souvent parce que ce n'est pas systématique, mais on a fait le choix au sein du réseau des monnaies locales complémentaires et citoyennes, on a fait le choix d'utiliser prioritairement des monnaies papier au départ. Bon, déjà, c'est quand même plus facile à mettre en œuvre. À imprimer des billets, c'est pas très compliqué. Mais surtout parce que ça a une double valeur. Vous savez tous qu'on a un rapport individuel qui est très différent selon qu'on utilise de la monnaie papier ou selon qu'on utilise sa carte bleue ou son smartphone. Comme on a ce rapport particulier, quand je vais sortir un billet pour payer un achat quelconque, eh bien le fait que ce ne soit pas des euros, mais que ce soit un billet d'une autre couleur, me rappelle que j'ai signé une charte de valeurs, me rappelle que je suis engagé dans un mouvement qui a une valeur, qui a une éthique, qui a une finalité. Et donc c'est un rappel déjà pour chacun d'entre nous. Et ce billet portant d'ailleurs des images, des textes qui nous rappellent à ces valeurs. Et puis aussi, c'est un moyen de communication bien intéressant. Moi, j'étais tout à fait au lancement de la toute première monnaie à Villeneuve-sur-Lot en 2010, c'est l'abeille. Et au départ, on était une poignée. Il y avait même pas 5 entreprises et puis une trentaine d'adhérents. Mais quand on était sur le marché de Villeneuve le samedi matin et que des gens nous voyaient payer avec cette espèce de petit bout de papier, là on était vraiment dans le bricolage à l'époque, au premier lancement, bien, les gens évidemment regardaient ça avec les yeux effarés en disant mais attends, vous payez avec quoi, vous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc ça permettait évidemment de façon très visuelle d'interpeller les gens qui n'étaient pas au courant et de commencer à engager la conversation, alors que si on paye avec une carte en plastique ou avec son téléphone, ça n'attire pas particulièrement l'attention. Donc utiliser une monnaie papier a une valeur très particulière pour les utilisateurs. Cela dit, ces monnaies sont protégées maintenant, hein, toutes les monnaies papier sont protégées contre la contrefaçon. Mais ces monnaies papier n'interdisent pas... attendez, oui, c'est vrai, j'ai oublié ceci, ce détail, est qu'on n'a que des billets, il n'y a pas de pièces. Et donc, quand on veut payer une somme qui n'est pas ronde, eh bien, on va compléter tout simplement avec des centimes d'euros ou on va compléter avec des euros pour pouvoir payer le prix complet.
Et puis, certaines monnaies locales ont fait le choix d'être des monnaies électroniques dès le départ. C'est par exemple le cas à Valence. Ou d'autres monnaies, enfin, au fil du temps, on s'aperçoit que ça devient important, quand ces monnaies se développent, d'adjoindre des monnaies électroniques, ne serait-ce que pour faciliter les paiements au niveau des entreprises. Parce qu'une entreprise qui veut payer un fournisseur, mettre des billets dans une enveloppe et les poster, c'est pas très pratique, c'est pas très sécurisant. Donc il est important aussi d'adjoindre des monnaies électroniques. Donc c'est le cas aujourd'hui avec le SCO au Pays Basque, c'est le cas de Toulouse, je crois qu'il travaille sur la numérisation de sa monnaie. C'est le cas du Léman, par exemple, cette monnaie qui existe entre Genève, la région de Genève et la région transfrontalière Suisse et France, etc. Donc il y a plusieurs monnaies qui sont en train de plancher sur la numérisation. Donc il y a et papier, surtout pour les utilisateurs, et monnaie électronique pour les entreprises, les deux se complétant harmonieusement. Toute la question après reste de faire circuler cette monnaie, parce qu'il est évident que créer une monnaie, c'est pas ça qui est compliqué, hein. On peut imprimer tous les billets que vous voulez aujourd'hui, mais on peut avoir les poches pleines de ces billets. Si, quand on se rend dans un commerce, si ce commerce n'a pas l'utilisation de ces billets, il va tout simplement vous les refuser. La force de l'euro, du dollar ou autre, c'est qu'elles ont pouvoir légal, donc on a obligation légale de les utiliser, puisque même si on les était refusés, à ce moment-là, on sera en contravention. Tandis que dans les monnaies locales complémentaires, il n'y a aucune obligation, c'est un acte volontaire, et évidemment que si je suis un commerçant ou un producteur quelconque et qu'on veut me payer avec une monnaie locale, et que moi je ne peux rien en faire, la valeur d'une monnaie, elle est dans son acceptation, et c'est tout. Si je ne peux pas payer mes fournisseurs ou payer des biens ou des services avec cette monnaie, je ne vais pas l'accepter. Donc il faut évidemment créer un réseau à l'intérieur duquel cette monnaie va pouvoir être acceptée et donc va pouvoir circuler. Donc ça, c'est le grand défi qu'on a, puisque ça va demander à tous les acteurs économiques, entre autres, en particulier donc les professionnels, de réfléchir sur leur pratique. Alors il est évident qu'on peut toujours, avec la monnaie qu'on va avoir dans la caisse, on peut aller chez le coiffeur, on peut aller au restaurant, on peut trouver localement toutes sortes de moyens d'utiliser cette monnaie, mais le but, c'est quand même aussi de retisser un réseau local où les entreprises vont s'utiliser mutuellement plutôt que d'aller chercher des fournisseurs à l'infini. Donc il y a une invitation forte à au moins regarder tous les moyens que l'on peut avoir pour faire circuler cette monnaie, car plus elle circulera, plus la richesse du territoire s'améliorera. Alors ça, c'est pas gagné, ça dépendra de la bonne volonté de chacun, qu'on soit au niveau individuel ou au niveau professionnel. Là, il y a tout un travail à faire, donc voilà, mon utilisatrice ici va aller faire ses courses là, et lui il va payer son fournisseur ici, qui va payer un autre fournisseur là, qui va payer un autre fournisseur là, etc., qui va pouvoir payer peut-être cette dame qui travaille chez lui en partie en monnaie locale. Bref, il faut réussir à faire circuler la monnaie à l'intérieur du territoire pour que ce soit vivant et pérenne et que ça génère une véritable richesse locale. Et puis, on offre bien sûr la possibilité aux entreprises de reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale dans le cas où voilà, j'ai encaissé trop de monnaie, je ne peux pas tout utiliser, et la partie que je ne peux pas utiliser, eh bien, je peux la reconvertir contre des euros, le plus souvent contre une contribution qui permettra d'alimenter une caisse pour soutenir des projets locaux. Et puis enfin, cette monnaie locale n'échappe pas à l'impôt, donc on n'est pas du tout dans une démarche de vouloir échapper aux lois. Le chiffre d'affaires qui est réalisé par les entreprises en monnaie locale est traduit dans la comptabilité en euros. On n'a pas une double comptabilité. Tout est traduit toujours en euros. Il n'y a que l'euro qui existe. Il y a tout simplement une partie qui est sous forme de monnaie locale
mais comme c'est traduit en comptabilité en monnaie nationale, eh bien, on paye la TVA et puis on paye les taxes afférentes à l'économie de l'entreprise. Voilà grosso modo comment ça se passe. Alors ça, je vous décris le modèle général. Chaque monnaie locale peut avoir des variantes. Je ne sais pas ce que donnera la monnaie de Lille, mais là, je viens de vous tisser grosso modo le fonctionnement des monnaies locales complémentaires telles qu'on les voit aujourd'hui un peu partout en France. Alors, quel est l'intérêt de ces monnaies locales? Le premier intérêt, et c'est celui qui est mis en avant le plus souvent, c'est un intérêt de redynamisation du territoire, de l'économie du territoire, puisque comme cette monnaie locale dit bien les choses, elle est locale, elle n'a que cours localement, et donc elle ne permet des paiements qu'à l'intérieur du territoire. Elle ne peut pas avoir cours, elle n'a aucune valeur en dehors de ce périmètre. Donc elle circule à l'intérieur de ce territoire et donc valorise nécessairement les richesses produites dans ce territoire. Utiliser cette monnaie, c'est s'engager résolument dans le fait de privilégier dans nos têtes le fait de se dire mais la première richesse, c'est le fait déjà d'être entouré de voisins. S'il y a du monde sur mon territoire, c'est parce qu'on peut y vivre. Si on n'a pas le moyen d'y vivre, si on n'a plus d'activité, on part. Donc ce territoire, c'est notre vie. Je vis parce que les autres y vivent. Donc on a vraiment quelque chose à y faire. Et la première des choses, c'est non pas de sortir de chez soi parce qu'on a un besoin quelconque en disant « je vais aller acheter du prix », parce que c'est ça qu'on fait le plus souvent aujourd'hui dans notre culture depuis les années 60 avec le développement de la grande distribution. On nous martèle la tête tous les jours avec acheter moins cher, en lui disant qu'acheter du moins cher, ça défend le pouvoir d'achat de la ménagère. Selon moi, c'est une hérésie, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, on a été éduqué culturellement maintenant à acheter du prix. Ah ben c'est pas cher, on nous fait des cadeaux, des rabais, des trucs. Je ne peux pas passer à côté de ça parce que à ce prix-là, il me le faut à tout prix. Donc on est habitué à ce genre de folie qui nous pousse souvent à surconsommer, et puis qui fait que derrière ce prix pas cher, c'est souvent des produits qui ont été fabriqués ailleurs, dans des pays à main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse, qu'on paye par notre chômage ici. Bref, on est dans une logique économique qui masque les choses, et dans le faux, on a l'impression, nous, de défendre notre pouvoir d'achat et de pouvoir être plus heureux et d'avoir accès à un confort et des biens qu'on n'aurait pas autrement, mais tout simplement parce que le prix nous le permet. Mais donc là, avec une monnaie locale, ça nous invite à penser autrement et à se dire, à remettre les choses, enfin, à rééquilibrer, je dirais, un peu l'extrême dans lequel la mondialisation nous a conduits. C'est-à-dire que la mondialisation nous a démontré qu'elle n'était pas aussi prometteuse qu'elle nous le disait au départ. On voit aujourd'hui, on paye le prix de cette mondialisation, et il devient important de relocaliser, de refocaliser notre attention sur la richesse qui existe sur notre territoire. Bon, encore une fois, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes jeunes dans cette assemblée, mais je peux vous dire qu'entre le monde que j'ai connu quand j'étais tout gamin et le monde que je connais aujourd'hui, nos territoires sont désertifiés. Alors bon, là, ici, on est dans une conglomération importante avec des dizaines de milliers d'entreprises. Là, il y a un territoire économique important avec un potentiel économique très, très prospère. Mais il n'empêche que lorsqu'on visite notre territoire français, qui est d'une beauté extrême, mais qui est mourant dans beaucoup d'endroits, la moitié des villages n'ont plus aucune activité économique, et c'est assez dramatique, alors qu'il y a 50 ans, tout ce petit monde vivait. Donc il y a quelque chose à retisser, qui est en premier du lien humain, et puis de l'activité humaine, pour revivifier tout ça. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ce sera un travail de très longue haleine. Il n'est pas question de s'enfermer sur un territoire et de ne pas commercer avec le reste du monde. Il est question tout simplement de rééquilibrer les choses et de comprendre que, ne serait-ce que sur le plan écologique, il est important de reproduire tout près de chez nous ce que l'on sait faire, plutôt que d'aller acheter, encore une fois, du prix à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est tout un travail de réflexion et d'engagement citoyen, et avec cette monnaie locale est révélatrice d'une prise de conscience et d'un désir de rééquilibrer les choses et de refavoriser
notre tissu économique local, dans un esprit d'économie et de consommation et de production plus responsable. Alors ça, c'est ce qui est mis en valeur en règle générale. Je vois tous les articles qui ont pu être écrits au sujet des monnaies complémentaires, les petits reportages télévisés aussi. C'est quasiment ce qui est décliné, je dirais, de façon exclusive. On en reste là. Et ce n'est pas suffisant, car l'argument que j'entends le plus souvent, quand on s'arrête à cet intérêt que présentent les monnaies locales, beaucoup de personnes me disent « Mais attends, j'ai pas besoin d'une monnaie locale pour consommer local et plus responsable. Je peux très bien faire ça avec des euros. » Ce qui fait que, pour le moment, il y a un grand défi au sein du monde des monnaies locales. Les entreprises embarquent bien parce qu'elles voient rapidement que ça peut fidéliser leur clientèle et qu'elles peuvent développer leur clientèle. Mais dans toutes les monnaies telles qu'elles existent actuellement, on voit qu'il y a à peu près, en moyenne, 6 utilisateurs pour une monnaie, pour un professionnel. Par exemple, le SCO, encore une fois, qui est mis en avant comme l'une des monnaies les plus dynamiques en France ou au Pays Basque, il y a 3000 utilisateurs pour 500 entreprises. Ça fait 6 utilisateurs pour une entreprise. Ça ne peut pas être vivant à terme. Une entreprise ne vit pas uniquement avec 6 utilisateurs qui viennent la visiter de temps en temps et payer qu'une monnaie locale. Ça montre qu'il y a, ça devrait être 10 fois plus. Il devrait y avoir, je ne sais pas moi, 50 000 utilisateurs pour 500 entreprises. Ça montre qu'il y a un manque de compréhension de ce qu'est une monnaie locale. Et là, il y a un effort de communication à faire et un autre niveau de compréhension. Il y a 2 éléments qui sont souvent mis en avant aussi par les organisateurs eux-mêmes, les promoteurs de ces monnaies locales, donc qui permettent de mieux comprendre l'intérêt de ces monnaies. Le premier, c'est que on s'appuie sur une statistique qui est donnée par la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, hein, donc c'est la banque des banques, la banque des banques des banques, qui nous dit que 97% des flux monétaires mondiaux sont absorbés par la spéculation. Et 3% seulement servent à l'économie réelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'économie, ce qui nous permet de vivre au quotidien, la nourriture, le vêtement, le toit, le chauffage, le transport, la communication, etc. etc. 3%. Vous imaginez qu'on est dans une folie d'économie financière aujourd'hui, dont on perçoit effectivement les travers et les aspects destructeurs et inégalitaires que ça crée. Et donc, lorsque je vois et que je comprends les désastres que crée cette économie financière, et que je passe par une monnaie complémentaire, eh bien, quand je vais échanger, par exemple, 50 € contre 50 unités de monnaie locale, je retire 50 € qui, malgré moi, alimentent cette folie financière et spéculative, que je vais confier, alors quand je dis je, c'est l'association qui anime le réseau. L'association va placer de façon éthique ces 50 € le plus souvent dans une banque éthique, et la banque éthique numéro 1 en France, c'est la NEF, hein, Nouvelle Économie Fraternelle. Donc ça va être un placement qui va aller dans le sens des valeurs soutenues dans la charte de la monnaie locale, et je vais recevoir l'équivalent en monnaie locale qui, cette fois, va alimenter à 100%, pas à 3%, mais à 100%, l'économie réelle de mon territoire. Donc c'est un acte de cohérence. Ça ne va pas fondamentalement, ce n'est pas mes 50 € parmi les milliers de milliards qui s'échangent dans le monde, ce n'est pas ces 50 € qui vont changer les choses. Mais c'est une attitude de cohérence personnelle. À partir du moment où je prends conscience qu'il y a un dysfonctionnement majeur dans notre système et que malgré moi, j'accepte de continuer à l'alimenter en continuant à utiliser l'outil qui nous fait du mal, je ne peux pas continuer à me plaindre. Ça devient cohérent de me dire, tiens, il y a quelque chose à ma disposition qui existe et qui me permet de m'affranchir, peut-être pas totalement,
mais de m'affranchir en partie de cette folie et de, comme disent les colibris, de faire ma part avec ce petit geste en passant par une monnaie locale. Et puis le deuxième point, qui est loin d'être neutre, c'est qu'en utilisant une monnaie locale, je double la masse monétaire. Si je ne passe pas par cette monnaie locale, j'ai 50 € dans ma poche le matin, je vais faire des courses dans ma journée, le soir je reviens, j'ai ma poche vide, mes 50 € sont passés dans ma poche, dans la poche des commerçants chez qui je suis allé. Il y avait 50 € dans la société, dans ma poche au départ. Il y a toujours 50 € dans la communauté le soir, répartis dans l'autre poche, mais c'est toujours 50 € qui ne font que circuler. Si je passe par une monnaie locale, les 50 € que j'ai dans ma poche vont aller alimenter une épargne éthique. Donc il y a 50 € utilisés sous forme d'épargne éthique dans la communauté, plus l'équivalent de ces 50 € sous forme de monnaie locale qui vont aller me permettre d'aller faire mes achats dans la communauté. 50 plus 50 égale 100. Et donc ça fait un effet de levier, comme on dit, un potentiel d'expression de la richesse qui a été mobilisé, qui a été renforcé. Mais ce n'est pas tout. Donc disons, ça, je dirais, c'est ce qui est visible au premier degré et c'est ce qui, à court terme, peut se réaliser et peut se voir. Mais là, à mon avis, il faut aller encore au-delà de ça. Là, je figure l'iceberg. Là, je ne viens que de découvrir la partie émergée de l'iceberg. Mais les choses vont plus loin. Car nous avons, en ce XXIe siècle, ça c'est ma conviction personnelle, mais je pense que ça peut résonner en vous, nous avons une véritable révolution. Alors, quand je parle de révolution, je ne dis pas de sortir les faux et les fourches et les guillotines. Hein. Je veux dire une révolution au sens propre des choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à penser à l'endroit, car pour l'instant, on pense absolument tout à l'envers. Et quand je dis tout à l'envers, ça se figure d'ailleurs dans notre système monétaire, puisque toute l'action humaine se résume à gagner de l'argent. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir accès à toutes les richesses qui existent. Quand je disais tout à l'heure qu'on est dans une société qui est la plus gâtée de l'humanité depuis son origine, elle est gâtée, oui, à condition qu'on puisse avoir accès à la richesse qui existe. Or, on est aujourd'hui limité artificiellement par la quantité de monnaie à laquelle on peut avoir accès. Alors il faut évidemment regarder les choses au niveau individuel et au niveau collectif. Je me place plutôt au niveau du collectif. Combien de fois on nous dit, et l'État en tout premier, quand on raisonne sur des projets, les grands projets de société, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, etc., ah, ça coûte trop cher, on n'a pas l'argent, et au contraire, on est dans des politiques d'austérité aujourd'hui, because la dette, ce serait tout un sujet que je pourrais partager avec vous, parce que la dette, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et certainement pas celle qu'on entend tous les jours. Bref, dans tous les cas, on nous laisse croire qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas faire. Donc on a d'un côté une panoplie extraordinaire de moyens et de connaissances qui nous permettraient de relever les défis de notre temps, mais ça coûte trop cher, alors on fait petit bras et on va regarder avec le budget dont on dispose ce qu'on peut faire. Ce qui nous fait le plus souvent accoucher de solutions inappropriées, où on peut, à force de vouloir restreindre les choses et de regarder les choses à travers du prisme de l'argent, eh bien on tombe complètement à côté des choses, ou même, parfois, on va tout simplement prendre des solutions qui vont alimenter les intérêts de quelques-uns, mais qui ne sont pas du tout pertinentes par rapport aux défis à relever. Donc la vie le contenu de la vie est inféodé à l'argent. Et c'est une folie suicidaire. Quand je parle de révolution, il faut aller vers un modèle où l'argent est inféodé à la vie. Le véritable défi, c'est de dire comment on veut vivre, comment on veut vivre ensemble, quel est le contenu, quelle est l'utilité, quel est le sens de cette vie, et de se mettre d'accord sur comment on veut organiser la vie, et la monnaie doit accompagner cela. Et ça, c'est possible
dès maintenant, ce serait possible dès maintenant, mais malheureusement, on ne le peut pas encore, car on a loupé une marche, ce qu'on appelle, on a loupé une marche dans les années 1970. Bon, je vivais à cette époque-là, j'ai absolument rien vu comme la majorité d'entre nous, et même je ne sais pas si nos gouvernants et élites de l'époque y ont vu quelque chose. Dans tous les cas, c'était une décennie extrêmement riche en bouleversements, mais de bouleversements contextuels. L'humanité a vécu une époque de grandes transformations dont on n'a pas pris la mesure. Et je les résume en 3 grands piliers. Le premier, c'est dans cette décennie des années 70 qu'on est entré dans un monde où l'outil de production mondiale est devenu potentiellement capable de fournir beaucoup plus que la demande. Avant, on avait une demande plus forte et la production qui peinait à suivre, et même si tout le système tournait à bloc, on n'arrivait pas à satisfaire tous les besoins. Et donc l'économie a été fondée, d'ailleurs pensée à l'origine, au début de fin 17e, début 18e siècle, dans une logique de rareté. L'économie, c'est la science des choses rares. Toute la philosophie, enfin, oui, on peut appeler ça la philosophie économique, cherche à résoudre la question de la rareté. L'économie sait répondre à la rareté, ne sait pas répondre à l'abondance, et on est tombé dans les années 70 dans un contexte qui était tout à fait nouveau pour l'humanité. Enfin, on avait en face de soi une offre bien supérieure à la demande. Et là, on n'a pas su faire, on ne sait toujours pas faire, ou du moins on a donné des réponses tout à fait inappropriées qui nous conduisent aux difficultés que nous avons aujourd'hui. Le deuxième pilier est le pilier de prise de conscience que la croissance, dont on nous rebat les oreilles tous les jours, que la croissance n'est pas un modèle prometteur. Donc c'est une étude qui avait été demandée à l'époque par le Club de Rome au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, pour justement poser cette question. Est-ce que le modèle économique reposant sur l'incontournable croissance est un modèle pérenne et pertinent? Et cette étude a fait ressortir de façon très claire que la croissance était une impasse. C'est un document qui a fait du bruit. Il est connu par tous ceux qui s'intéressent un peu à la chose économique. Tous nos dirigeants au niveau mondial en connaissent l'existence. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend tous les jours par nos élites économiques, financières et politiques? Il faut relancer la croissance. Donc voilà, on est dans cette attitude accrochée à cette croissance, sans laquelle le système économique tel qu'il est conçu actuellement, effectivement, s'effondrerait si on ne le respectait pas. Mais il y a manifestement, on s'arc-boute à un mode de pensée qu'on ne veut pas du tout réviser. Et puis le dernier pilier, qui est un pilier énorme, et là je vous demande vraiment de me prêter attention parce que c'est quelque chose qui est au cœur du défi de notre temps. En 1971, le dollar américain a abandonné sa convertibilité en or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar, à cette époque, était la seule monnaie qui était encore convertible en or à la suite des accords de Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que les monnaies, malgré tout, étaient encore reliées par un fil à une représentation matérielle. On était dans ce qu'on appelle une monnaie marchandise. En fin de compte, jusque dans ces années-là, on faisait une forme de troc. Je t'achète des tomates et je te donne un bout de papier, mais ce bout de papier représente une certaine valeur or qui pouvait être convertie, même si je payais en francs à l'époque, je pouvais aller le reconvertir, racheter des dollars et reconvertir ces dollars en or. Donc il y avait une représentation matérielle de la monnaie. Et lorsque les Américains ont abandonné la convertibilité du dollar en or, ça veut dire que la matérialité de la monnaie et de toutes les monnaies, puisque seul le dollar était convertible et toutes les autres monnaies s'appréciaient par rapport au dollar,
à partir de 1971, les monnaies sont devenues totalement dématérialisées, totalement virtuelles. Elles n'ont plus d'existence propre comme préalablement. C'est énorme comme transformation, parce que ça veut dire qu'on aurait dû, à ce moment-là, changer complètement de paradigme, réviser complètement notre façon de faire. C'était une libération extraordinaire, parce qu'avant, ça veut dire qu'on était dans un système que je figure par cet orpailleur ici. Ce bonhomme-là dépend complètement pour ce qu'il peut faire dans la vie de la quantité d'or qu'il a dans son tamis. C'est la quantité de matière dont on dispose, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un État, c'est la quantité de richesse matérielle dont il dispose qui conditionne la finalité, la capacité de faire quelque chose ou d'atteindre ou d'accéder à la nourriture, à tout ce qui est nécessaire au quotidien. Ça, c'était le monde jusqu'en 1971. À partir du moment où je ne suis plus dépendant de cette quantité de matière, alors on est dans un monde magique, dans un monde qui est figuré ici par la lampe d'Aladin, où il suffit, alors il suffit, quand je dis il suffit, c'est un autre exercice, mais il suffit de se mettre d'accord sur un projet commun, et une fois qu'on est d'accord avec ce projet bouclé, eh bien, on dit combien ça coûte tant, que ce soit 10, 20, 30, 50, 100, 10 millions, 10 milliards, peu importe, je caresse ma lampe et je crée la monnaie à la hauteur qu'il faut. Et ça, c'est véritablement le monde vers lequel on va, si on le veut. Donc ça, il est évident qu'aujourd'hui, ça se heurte à des oppositions farouches, parce qu'on reste, malgré le fait que la monnaie est totalement dématérialisée, malgré le fait qu'on peut créer la monnaie à la hauteur que l'on veut, selon des règles humaines qui dépendent exclusivement des humains, eh bien, malgré qu'on soit dans ce monde magique, on continue à faire fonctionner le système comme si la monnaie existait, comme si elle avait une valeur propre, comme si elle était restée matérielle. Donc il y a un acharnement à rester là-dedans et à continuer à nous le distiller en permanence. Donc là, on est dans une désinformation, je pourrais dire qu'un quasi-mensonge institutionnel pour nous maintenir dans cette croyance qui permet évidemment à cette élite d'accaparer et la richesse et le pouvoir. Alors, on aurait dû, et on peut toujours, mais c'est ça, ce sera justement le grand défi citoyen que nous avons à relever, on doit passer d'un système où c'est l'argent, l'accès à l'argent qui détermine le contenu de notre existence, à un système où c'est la vie qui préside, où on se met d'accord sur le respect de la vie, comment on peut vivre dans le respect de la vie sous toutes ses formes, et lorsqu'on se met d'accord sur différents projets, alors on crée la monnaie qu'il faut. Donc on doit passer d'un système qui est actuellement ce système-là, qui est un système de redistribution où l'argent est considéré comme un gâteau à taille fixe, dont la seule question serait de savoir comment on va le partager. Et vous voyez d'ailleurs comment ce partage peut se faire d'une façon totalement inégalitaire, puisque les 8 premières grandes fortunes de la planète ont autant que la moitié de la planète la moins favorisée. Donc on est dans un déséquilibre absolument scandaleux, où le partage ne se fait plus. On voit bien aujourd'hui avec les Paradise Papers et des choses de ce genre, combien ceux qui devraient contribuer le plus à cette redistribution font en sorte de masquer et de cacher leurs revenus pour ne pas y participer. Donc on voit combien ce système ne fonctionne pas, et il ne fonctionne pas parce que justement, il ne respecte pas le potentiel et la réalité contextuelle dans laquelle on vit. On n'est plus dans un système de gâteau à partager, qui était la logique qui
où l'or nous enfermait par sa matérialité, on n'est plus du tout là-dedans, on est là. On est dans la possibilité de créer la monnaie à la hauteur qu'on veut, pour ce qu'on veut. Alors on peut faire les pires conneries en même temps. Hein. Le débat n'est plus de savoir où on va chercher le financement, où on va chercher les sous. Le grand défi, c'est d'apprendre ensemble à se mettre d'accord sur des projets. La question n'est plus comment on va se financer, la question est qu'est-ce qu'on veut faire. Alors je parle toujours au niveau collectif. Et la question est la suivante, hein. Et ça devrait être notre réalité dès maintenant. Si une société, donc un groupe, a un projet d'utilité collective, et que sa réalisation est souhaitée, bien évidemment, que les connaissances et les moyens technologiques le permettent. Les connaissances, on en a en masse, les moyens technologiques, on en a également une vaste palette, c'est pas ça qui devrait être fondamentalement l'obstacle. Que les ressources humaines sont disponibles. Il y a quelques millions de personnes qui sont complètement désœuvrées, c'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes, c'est pas qu'elles ne voudraient pas travailler, on n'a rien à leur donner. Il y a plein de personnes, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui n'ont pas de travail dans le monde, plus toutes sortes de personnes qui s'ennuient dans leur travail. Je veux dire, il y a de la main-d'œuvre disponible, il n'y a peut-être pas forcément le niveau de compétence qu'il faudrait selon le domaine auquel on veut s'intéresser, mais ça, compétence, ça peut se former en quelques mois ou en quelques années. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas non plus être un problème. La seule véritable question, c'est qu'il respecte les équilibres écologiques. Donc, en fin de compte, la véritable limite dans un projet, ce n'est plus combien on a de sous, et le budget est trop étroit, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ça disparaît complètement, on ne se pose même plus la question. C'est est-ce que notre projet tel qu'on le conçoit a une empreinte écologique neutre et qui permet à la planète de continuer à exprimer la vie sous toutes ses formes. Et si donc tout ça est bien passé en revue et qu'on a les feux verts partout, alors plus rien, mais rien ne s'oppose à sa réalisation. À ce moment-là, on rentre dans le système de création monétaire magique où ce sont les règles humaines qui vont décider d'un organe d'émission monétaire collectif va pouvoir créer la monnaie au niveau qu'il faut, que ça coûte 1, 10, 20 ou 50 ou 100 ou 10 milliards. Et on en arrive à cette société où donc le véritable débat ne porte plus sur aller chercher de l'argent. On n'a plus du tout besoin même de commercer, de chercher à vendre de tout et de n'importe quoi pour gagner des sous. Le véritable débat, c'est comment on veut vivre, comment on peut vivre en harmonie sur notre territoire, dans notre pays, faire en sorte que chacun ait en suffisance, soit respecté dans sa dignité, que notre projet, que notre mode de vie n'aille pas heurter nos voisins, ne se fasse pas au détriment de nos voisins, que notre mode de vie, notre mode de production et de partage de richesse ne se fasse pas en usant et en détériorant la planète. Bref, c'est ça, ce débat public qui n'a jamais de bonne réponse définitive et qui est un débat constant. Mais ça devrait être ça, la préoccupation exclusive de nos débats politiques, sans jamais aborder la question monétaire qui n'a aucun intérêt, puisqu'on sait qu'on pourra la créer quand on le voudra. Donc voilà, notre intelligence, notre cœur doit se situer là, apprendre à construire ensemble à partir de nos diversités. Parce que le but, ce n'est pas d'être tous d'accord. Le but, c'est de voir un projet, un sujet, quel qu'il soit, qu'on vienne avec nos différences, mais qu'on ait suffisamment de sagesse, d'écoute et de lâcher prise pour peu à peu voir le courant vers lequel on pourra avoir une position commune et accoucher d'une position effectivement commune. On a des outils pour ça. Moi, j'utilise dans mes groupes, mais ça devient quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, la sociocratie, mais il y a également d'autres outils qui nous apprennent justement à construire ensemble, à se mettre d'accord, à prendre des décisions d'une façon différente. Donc là, c'est une école et ce sont des outils, donc encore une fois, qui existent. Nous avons les outils, nous avons les possibilités. Évidemment, ça va demander du boulot parce qu'on nous a pas appris à considérer
la diversité et la différence de l'autre comme étant une richesse, mais comme un obstacle. Donc il faut qu'on apprenne, et ça va être un travail considérable, à considérer la diversité comme une richesse et non plus un obstacle à abattre. Puis donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un projet, eh bien, et qu'on l'a passé au crible, comme je viens de vous le montrer, eh bien, on passe à la réalisation. Après l'avoir chiffré, on va financer, donc on va pouvoir payer toutes les personnes engagées dans cette aventure par un organe d'émission monétaire qui va créer la monnaie au niveau qu'il faut et mettre cette monnaie à disposition dans le réseau des banques telles qu'on les connaît, qui vont pouvoir retrouver leur mission essentielle de gestion des comptes et de gestion des flux. La seule question qui sera à ce moment-là à résoudre, c'est de se dire, mais attends, avec cette création monétaire pour tel projet, plus création monétaire pour tel autre, plus création monétaire, on ne fait que de créer de la monnaie, mais alors la baignoire va déborder, on va rentrer dans une hyperinflation, ça n'a plus de sens à partir du moment où on ne limite pas la quantité de la monnaie. Une monnaie dans un système doit être tout simplement la représentation de la valeur de ce qui est produit et échangé, et pas plus ni moins. Donc on va rester dans un système fiscal qui sera adapté, mais la fiscalité n'ayant plus à ce moment-là comme but de créer une recette à redistribuer, mais de tout simplement détruire la monnaie au fil du temps pour pouvoir équilibrer tout simplement création, destruction, afin que ne circule dans la société que la quantité de monnaie qu'il faut. Voilà, pour moi, la vision, la perspective à l'intérieur de laquelle les monnaies locales complémentaires s'inscrivent, ça pour moi, ça leur donne un sens. Alors évidemment, on ne peut pas faire tout ça avec une monnaie locale. Mais quand on voit quel est l'intérêt d'une monnaie locale, bien l'intérêt d'une monnaie locale, c'est d'être en même temps un laboratoire citoyen à l'intérieur duquel on va pouvoir se reposer ces questions-là. Qu'est-ce que la richesse? Quel est le monde vers lequel on veut aller? Comment on peut s'y préparer? Pas à pas. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Et donc, changer peu à peu, on va être dans un processus de transformation de nos modes de pensée et de nos pratiques, qu'on soit un individu ou qu'on soit au contraire même une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser et on va engager les entreprises, non pas tout simplement à se dire « tiens, tant mieux, une monnaie locale, ça va me permettre de fidéliser mon entreprise et de pouvoir garder mon affaire ». Tant mieux, bien sûr, dans l'immédiat, on est dans une espèce de survie au niveau de nos petits commerces et autres. Donc, si ça peut se faire, tant mieux. Mais au-delà de ça, il faut bien avoir conscience que chacun va être invité à être dans une dynamique de transformation et d'évolution. Et pas à pas, de mettre en œuvre tous les ans quelque chose de nouveau qui nous permette d'aller dans le sens de cette vision d'une société qui aura remis les choses à l'endroit. Et ça, c'est une responsabilité qui nous revient à nous, les citoyens. On est dans un monde, encore une fois, qui, pour l'instant, nous abaisse, je dirais, au simple niveau de consommateurs-électeurs. Et ça nous infantilise. Ça ne viendra pas, le projet de société tel que je le décris, alors ça c'est ma vision, mais je ne sais pas comment ça résonne en vous, mais pour moi c'est ce que j'appelle remettre les choses à l'endroit, ça ne viendra pas d'en haut, puisque le système, s'il est maintenu dans son errance actuelle, c'est parce que ça satisfait les intérêts dominants de tous ceux qui ont les plus grosses fortunes et de tous ceux qui exercent le pouvoir. Donc ce n'est pas eux qui vont proposer la dynamique qui pourrait nous emmener vers ce monde. C'est à nous de nous élever, c'est à nous de prendre conscience de la puissance qui est en nous et que nous avons abandonnée. Je trouve très intéressant de voir que nous avons perdu le pouvoir de création monétaire au niveau national, au niveau collectif. Le système de création monétaire aujourd'hui a été abandonné au système de banque privée. La création monétaire a été privatisée. C'est pour moi le symbole de notre abandon, de notre ignorance et de cette puissance qu'on a négligée, bon, par toutes sortes, par ignorance, par confort, par paresse, peu importe les raisons.
Nous avons aujourd'hui à nous construire en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de reprendre notre puissance, à exprimer notre puissance, mais dans l'intelligence du cœur, pour pouvoir aller vers un monde où chacun pourra vivre en suffisance, dans le respect de cette planète qui nous aime et qui nous porte tous les jours. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé très clair. J'espère que ça vous a plu. On vous propose maintenant un temps d'échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le micro va passer dans la salle et vous allez pouvoir interroger Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Dans le schéma que vous avez présenté par rapport aux monnaies locales, vous avez évoqué la possibilité d'une convertibilité de la monnaie locale vers l'euro. J'ai l'impression que c'est une fuite en fait du système. À un moment, si on peut convertir la monnaie locale en euros, elle risque de s'éteindre d'elle-même. Qui, la monnaie locale ? La monnaie locale, parce qu'à partir du moment où un maillon du circuit va désirer sortir la monnaie locale pour récupérer de l'euro, finalement, il y aura une fuite. Et votre schéma qui indique qu'on double la valeur de la monnaie, hein, on part de 50 euros, et donc on a 50 euros à la banque et 50 euros en monnaie locale. Au final, si on les récupère à la fin des fins, le schéma ne tient plus, quoi. Enfin, je suis entièrement d'accord. Si le jeu, c'est j'échange de la monnaie nationale contre la monnaie locale, et puis après avoir fait un tour, je rééchange la monnaie locale contre la monnaie nationale, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le but et le défi du jeu, c'est de faire circuler le plus possible la monnaie à l'intérieur d'un réseau. Mais ce qui est alors, d'une part, appuyer la monnaie locale contre de l'euro, c'est une obligation légale. Hein. Les monnaies locales, quand on a commencé l'aventure, on ne savait pas où on mettait les pieds. Mais voilà, c'est un sujet qui a intéressé les pouvoirs publics, et les monnaies locales ont été reconnues dans la loi de juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, les monnaies locales sont reconnues dans certaines conditions, et l'une de ces conditions, c'est qu'elles soient garanties par un montant équivalent en euros. Ce qui est d'un côté un avantage pour l'instant, parce que ça permet d'offrir aux entreprises, au départ, la garantie que si jamais ils ont trop de monnaie locale, ils auront la possibilité de reconvertir en euros. Donc, ils ne courent pas de risque. S'il n'y avait pas ce filet, ils lui diraient « Oh non, je ne vais pas prendre ce risque-là, moi je ne sais pas ce que je vais en faire de votre monnaie locale ». Surtout qu'au début, on est peu nombreux. Je vous le disais tout à l'heure, je crois, avec notre monnaie à Villeneuve-sur-Lot en 2010, il y avait 5 entreprises et puis une trentaine d'adhérents. Ça ne vivait pas, c'était vraiment un germe. Donc il faut bien offrir cette garantie aux entreprises. Donc c'est un avantage à ce niveau-là, parce que ça permet de développer le réseau en prenant notre temps et de se donner l'espace qu'il faut pour créer cette dynamique et développer le réseau. Après, plus le réseau va se diversifier et va permettre les échanges, moins la monnaie sera redemandée en reconversion, monnaie locale contre euro. Et ce sera un indicateur intéressant, parce que là, on pourra voir, au fur et à mesure qu'on constatera une moindre demande de reconversion, ça voudra dire que notre réseau fonctionne mieux. Est-ce qu'on arrivera à une circulation parfaite sans demande de reconversion? J'en doute, du moins dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra comme temps pour y parvenir, mais dans tous les cas, on parviendra certainement à un moment où il faudra se demander, tiens, après tout, on est par exemple à 60% seulement de demandes de reconversion, ça veut dire qu'il y a 40% de garanties euros qui sont figées, qui ne servent, enfin si, ils servent parce qu'ils sont déposés en épargne éthique, mais on pourrait peut-être créer de la monnaie.
et utiliser cette capacité de la monnaie à circuler pour financer ou soutenir un projet local, avec prudence bien sûr, pour ne pas engorger le système, mais ça, ce sera une décision collective à prendre au sein du réseau, et peut-être qu'on devra en arriver à un moment à se mettre en désobéissance civique, peut-être. Là, tout dépendra de notre objectif, hein, de ce qui nous semblera important et essentiel à ce moment-là, pour se dire il est plus important pour nous de recréer telle ou telle activité sur notre territoire plutôt que d'obéir à une loi qui nous y interdit, un petit peu ce qui s'est passé à Schwellenkirchen ou à Wörgl, où d'un côté, voilà, il y avait tout le monde, la prospérité revenait, tout le monde avait du travail, et où une loi absolument inique voilà, renvoie tout le monde au chômage. Donc on aura besoin, dans l'expérience de notre monnaie, à un certain moment, peut-être, la nécessité de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est essentiel? Puisqu'encore une fois, je pose, moi, toute la question des monnaies locales dans une dynamique d'évolution et de transition vers un monde remis à l'endroit. Ça, je n'ai pas la réponse. Ce sera le vécu, ce sera l'aventure des monnaies locales, et c'est ça que je trouve absolument passionnant dans cette expérience. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision sur cette question qui est très pertinente. Dans le cadre des discussions qu'on a aujourd'hui à la MEL, c'est un sujet qui a été pointé il n'y a pas longtemps. Et effectivement, cette question de la reconvertibilité, elle est un peu centrale, puisque effectivement, si on autorise une entreprise à reconvertir, on l'autorise à ne pas jouer le jeu. C'est-à-dire, en gros, à aller capter du pouvoir d'achat. Et on sait très bien qu'on a des entreprises, et particulièrement dans notre région, qui sont très fortes pour aller capter du pouvoir d'achat. Si c'est pour aller reconvertir derrière, l'impact sur l'économie locale, il est nul. Donc on a ce débat-là actuellement, et donc avec les institutions, avec les représentants du monde économique, donc la CCI, Chambre des métiers, le MEDEF, et ce débat-là, il est fondamental. Et il va se traduire comment? Il va se traduire dans la charte, et tu en parlais tout à l'heure, dans la charte de la monnaie, quand on va l'écrire, à un moment, il va falloir dire est-ce qu'on autorise, oui ou non, à reconvertir? Et là, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important que nous, citoyens, on soit crédibles, on soit costauds, on soit représentatifs. Parce que le jour où on aura ces débats-là, s'il n'y a personne pour dire attention, la reconvertibilité, ça veut dire qu'on condamne notre système, il faudra qu'on puisse être au rendez-vous. Donc le jour où on travaillera sur la charte, vous serez sollicités et on aura besoin que les citoyens disent ce qu'ils veulent et quel projet de société ils veulent construire. Il y avait une question là-bas. Bonsoir à tous et merci pour votre conférence. Je voudrais juste vous faire part de ma réflexion et vous demander votre avis pour compléter, vous rejoindre sur l'ensemble de votre discours. C'est que pour moi, la première des créations monétaires, c'est les bras de chaque citoyen et l'intelligence de chaque citoyen. Et qu'on peut aussi, tous chacun de notre côté, comme le colibri, décider de ce qu'on veut faire et de qui on veut servir avec nos bras et nos intelligences pour accélérer ce processus éventuellement de monnaie locale. Forcément, si on travaille tous les uns pour les autres, on travaille tous pour le local et on accélère le processus sans forcément désobéissance civile, mais tout doucement glisser vers un autre paradigme. Oui, je partage complètement ce point de vue. Ce qui est important effectivement de comprendre, ne nous trompons pas dans les rôles. La monnaie, c'est pas la monnaie qui va faire le travail à notre place. La monnaie n'est qu'un prétexte. Et c'est notre attitude, notre façon d'être, notre façon de faire qui va être importante. C'est l'intention permanente qui est derrière ma propre attitude dans l'utilisation de cet outil. La monnaie n'est qu'un outil
un prétexte pour évoluer dans ce laboratoire. Et la véritable richesse, elle est dans ce que chacun va exprimer, que ce soit d'ailleurs rentable ou non financièrement, mais c'est la véritable richesse, c'est l'expression des talents. C'est pour ça qu'on peut imaginer que dans cette société à venir, l'activité humaine et la richesse ne soient pas mesurées par rapport à un profit financier, mais par une utilité sociétale, que ce soit donc, ce n'est pas la rentabilité financière qui doit être prise en compte, mais tout simplement le bénéfice commun. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais juste une question par rapport au Bitcoin. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, Oui, je connais. J'en ai plein. Avoir votre avis, du coup, en tant qu'économiste, sur cette nouvelle crypto-monnaie qui se dit positive dans le sens où elle ne finance pas les guerres et elle est indépendante des idéaux politiques des différents États. Voilà. Justement, moi aussi, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Donc, si vous pouviez faire une critique positive ou négative, enfin, donner juste votre point de vue en tant que défenseur des monnaies locales. Merci. On en revient à ce que je viens de dire ou de ce qui vient d'être partagé. Encore une fois, ce n'est pas la monnaie en tant que telle qui est importante, c'est quelle est l'intention qui est derrière. J'ai l'impression que les créateurs du Bitcoin ont voulu faire un gros pied de nez au système à la dérive, comme on le disait tout à l'heure, avec le système de création monétaire par les banques. On voit bien qu'on a un système aujourd'hui qui est manipulé par quelques-uns et où on peut agir, où c'est l'humain, mais pas l'humain dans sa globalité, quelques humains qui manipulent les choses, donc qui interfèrent directement sur la création monétaire et sur la création de la richesse. Et là, donc, il a voulu créer un système dans lequel l'humain ne peut pas interférer. La monnaie est créée par un système mathématique, algorithmique. Donc, voilà, il voulait, je pense, proposer un système, dire voilà, on peut très bien avoir un système où l'humain ne peut plus interférer, ne peut plus faire dériver les choses. Mais on tombe dans un système qui, pour le moment, reste complètement dans la logique traditionnelle, avec une monnaie artificiellement raréfiée, puisque je crois que le système prévoit que l'émission de 30 millions de bitcoins, et très majoritairement utilisée de façon spéculative. Il valait à l'origine, en 2009, un truc comme ça, 0,00, je ne sais pas combien, même pas un centime de dollar, et il est arrivé récemment à 5 ou 6 000 $ l'unité. Donc c'est aujourd'hui une crypto-monnaie sur laquelle se précipitent des spéculateurs, parce que c'est le support qui a historiquement engrange les revenus, les dividendes les plus colossaux dans un laps de temps extrêmement court. Donc on reste là dans un système casino qui a tout simplement cherché à démontrer qu'on pouvait mettre en place un système qui se passait de l'intervention humaine, mais qui n'améliore absolument en rien, qui ne peut pas être, pour moi, un modèle au service d'une société, puisqu'on voit qu'il en a pris absolument tous les travers. Mais il y a d'autres crypto-monnaies. Donc l'outil appelé blockchain, qui a été mis en œuvre par cette monnaie, est un outil qui aujourd'hui est repris par toutes sortes d'autres crypto-monnaies, qui est un outil extrêmement intéressant parce que très sécurisant. Bon, je ne suis pas suffisamment informaticien pour pouvoir vous en parler savamment, mais j'ai bien compris que c'était un outil qui avait beaucoup de pertinence et qui apportait beaucoup de sécurité dans la gestion des datas, et donc qui est aujourd'hui utilisé par d'autres crypto-monnaies qui, elles, peuvent être instituées avec des intentions beaucoup plus nobles. Donc il faut toujours faire une grande distinction entre l'outil puis l'intention qu'on lui donne. Avec un marteau, je peux défoncer la tête de quelqu'un, mais je peux aussi enfoncer un clou. Le marteau reste toujours le marteau. Bon, mais je ne visserai pas une vis avec un marteau non plus. Donc chaque outil a une finalité, une pertinence, mais c'est l'intention de l'utilisateur qui peut en changer la finalité. Merci. Je propose de prendre peut-être une dernière question et puis ensuite éventuellement poursuivre les échanges en bas, puisque vous pourrez venir interroger. Il y a une question là, en bas. Ah, pardon.
Alors, moi j'avais une question, c'est si j'ai bien compris, donc la mise en place d'une monnaie double la masse monétaire, parce qu'on met une partie dans un fonds de garantie ou une cagnotte, appelons ça comme on veut. Est-ce que dans les expériences de monnaie locale, par exemple en France, on a fait quelque chose de cette cagnotte? Quel genre de projet éventuellement on peut refinancer localement avec ce fonds de garantie ou cette cagnotte-là? Alors il y a deux choses. Il y a d'une part la monnaie, les euros qui sont déposés sur un compte épargne à la nef le plus souvent, qui lui ne doit pas être utilisé à long terme puisque ça doit rester disponible en cas de demande de reconversion. Mais dans toutes les monnaies locales telles qu'elles existent, il y a toujours un élément qui permet de générer une ressource qui est thésaurisée, je dirais, et qui va aller abonder un fonds de soutien à des projets locaux, donc qui vont pouvoir, alors selon l'importance de ce qui sera collecté, ça peut être 1000, ça peut être 5000, ça peut être 10 000, ça peut être 50 000 euros dans une année, selon l'importance de cette cagnotte. Après, en assemblée générale, on va se dire, ben voilà, on a telle somme, qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc là, on va se prononcer sur des projets, soit une création d'un artisanat quelconque, soit de l'aide à tel ou tel membre de la communauté. Je parle encore une fois à Villeneuve-sur-Lot, je crois qu'il y avait un restaurant qui avait besoin de changer son temps de lait et qui n'avait pas les moyens. Il y a une partie de cette ressource qui a été utilisée pour permettre à ce restaurateur de changer son temps de lait. Il y a d'autres utilisations qui sont faites, par exemple, comme le SCO au Pays Basque, où cette ressource est redistribuée à plusieurs associations du territoire. Donc, l'affectation de ces ressources dépend complètement de l'accord de la communauté engagée dans la monnaie locale et peut avoir vraiment diverses affectations. Merci. Peut-être une dernière question, parce que j'ai vu qu'il y a eu des mains qui s'étaient levées. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour la création de la monnaie locale sur l'île, pour faire en sorte qu'elle puisse devenir un peu virale, qu'elle se développe à grande échelle sur la métropole? On sait que malheureusement, il y a beaucoup de monnaies locales qui sont nées, qui restent confinées sur un périmètre très petit, avec peu d'utilisateurs. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour qu'on puisse donner toute la puissance du système avec un développement à grande échelle? Vous y engagez au niveau individuel, en tant que professionnel ou en tant que simple utilisateur, même si vous n'en percevez pas encore complètement l'intérêt, mais c'est dire, bon, pour que ça vive, c'est une approche un peu plus anglo-saxonne que française, parce que souvent en France, on veut avoir la démonstration parfaite sur le papier que ça peut fonctionner, alors que les anglo-saxons se disent, bon, mettons-nous au boulot, et puis on verra bien au fur et à mesure qu'on le fera. Voilà, s'y engager, puis on va construire ça, co-construire ça ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un déficit pour l'instant de participation des citoyens, des populations auxquelles ils s'adressent. Donc, s'y engager, 2, être patient, parce que ça ne va pas se faire en un jour. Pour moi, la véritable influence de ces monnaies locales se percevra peut-être que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, non pas sur des critères quantitatifs, ce qui n'est pas intéressant, c'est de savoir combien de milliers ou de dizaines de milliers de personnes sont engagées là-dedans. Ça aura une certaine importance, ne serait-ce qu'en tant que signification d'un mouvement social qui se développe, ça peut être important, mais c'est surtout comment ça va contribuer à faire évoluer notre façon de penser, notre façon de concevoir la richesse, notre façon d'utiliser la monnaie pour nous conduire justement vers une société plus équitable et plus respectueuse de son environnement. Donc vraiment être patient, même si on se dit ça ne sert à rien ce truc-là, ça ne marche pas, se sortir des critères d'appréciation actuels, être patient et s'engager. Voilà les deux conseils que je peux donner. Bien, merci beaucoup Philippe. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Bon, comme je vous disais, on peut poursuivre les échanges après. Je voudrais juste faire quelques remerciements quand même à l'issue de cette soirée. Tout d'abord, un grand merci à toi Philippe, parce que j'ai cru comprendre que c'est important, la dernière conférence de ta dernière tournée
Donc on a vraiment eu beaucoup de chance de t'avoir ce soir. Un grand merci à la ville de Lille qui nous a aidé à monter ce rendez-vous. Donc à Christiane Bouchard, Antoine Bayeul, à Dean Franzetti, à l'équipe de Cinsault aussi, à Christophe en régie là-haut et à Erwan. Un grand merci à l'équipe MLC Lille qui s'est mobilisée sur l'organisation de cet événement. Donc Joël, Marie, Lucie, Elisabeth, Nicolas, Aude, Yann, Florent, tous les autres. Merci beaucoup, on peut les applaudir parce que ça a été vraiment un gros boulot. Un merci spécial à Fanny et Vincent qui nous font des super graphismes. Je pense que si tu passes 2 diapos ou une diapo, on va avoir notre super logo et tous les visuels qu'ils nous font. Ils font vraiment un boulot fantastique. Un grand merci à tous ceux, et me concernant, à celle, elle se reconnaîtra, qui rendent possible cet investissement qui est important pour un projet qui est vraiment nécessaire. Et puis enfin, merci à vous tous d'être venus ce soir. Et puis on espère vraiment que vous serez nourris de ce qu'on s'est dit là, et qu'on a planté une petite graine qui va germer dans 2, 5, 10 ans, qui vivra, verra. En tout cas, j'ai une amie qui m'a dit un jour, et je trouve que c'est une belle phrase, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc je vous propose d'y aller. Merci.